bonjour Élise, bonjour Eric. Bonjour. Bonjour. Merci d'être ici avec nous. Donc vous êtes tous les deux membres du collectif Non à la loi sécurité globale. Oui. Peut-être pour commencer, vous pourriez nous parler de votre collectif, de votre mode d'organisation et de comment a commencé. Le collectif il s'est créé début novembre 2010, n'importe quoi, 2020. C'est un groupe de gens qui se connaissaient beaucoup c'est du fait de notre participation aux différents mouvements sociaux, mais beaucoup dans les gilets jaunes là. Bon, certains d'entre nous qui étaient déjà étiquetés d'organisation, mais certains non. Par exemple moi j'ai été longtemps beaucoup dans les gilets jaunes, c'est la seule organisation politique de laquelle je peux être affilié. Il y a quand même aussi pas mal des copains qui sont dans le CNNR ici localement qui ont impulsé ça avec nous, mais en gros ça s'est lancé sur une dizaine de copains, personnes qui étaient au courant de ce truc-là, qui s'en sont alertés, alarmés et qui se sont dit il faut qu'on fasse quelque chose. Ouais. Au début on est parti comme ça vraiment à la fleur au fusil, mais avec la motivation d'essayer de faire quelque chose. C'est les premières mobilisations du 17 novembre, et ça s'est fait en parallèle avec ce qui se passait nationalement, à Paris aussi, où le 17 novembre, à Paris, je crois qu'ils étaient pour l'Assemblée nationale. Nous, ici, on a organisé un rassemblement devant la préfecture. Le 24 novembre, même chose, devant le palais de justice, rassemblement statique. Et petit à petit, après des manifs tous les week-ends, et petit à petit, ça s'est structuré plus en collectif, avec plus de participants, et on essaie de contacter des organisations un peu plus établies. Justement, le contexte de cette loi, tu parlais de surprise peut-être de l'opinion publique, parce que c'est vrai qu'il y a eu plusieurs cas médiatiquement traités de violences policières, etc. Comment est-ce que finalement cette loi sécurité globale s'inscrit dans la continuation d'une stratégie gouvernementale face aux mouvements sociaux? On a le mouvement des retraites, on a ensuite les gilets jaunes. Est-ce que vous pensez que ça s'inscrit comme une réponse à l'émergence de ces mouvements? Clairement, il y a un document fondamental qui s'appelle le livre blanc de la sécurité, qui théorise pas mal, en fait, qui trace des pistes sur plein de sujets. Et là, pour le coup, c'est sur la sécurité pour les années à venir. Et quand on le parcourt, moi je l'ai pas lu en entier, il fait 300 pages, on voit les grandes pistes, et la loi de sécurité globale est une mise en pratique de recommandations qui sont dans ce bouquin, quoi. Ça, c'est un truc, ça vient comme une brique en plus, mais après ça vient aussi dans un contexte global depuis pas mal d'années avec, je sais pas bien comment dire, mais un tour de vie sécuritaire assez général, quoi. L'empilement des lois antiterroristes, criminalisation de plus en plus de mouvements sociaux, une gestion du maintien de l'ordre de plus en plus agressif. On parlait des mouvements des gilets jaunes là tout à l'heure, mais il n'y a pas eu que ça. Il y a de plus en plus, en fait, à chaque fois qu'il y a des manifestations, des contestations, on s'aperçoit que les manifestants, ils se font assez proprement agressés, quoi. Il y a pas mal d'exemples, ne serait-ce que l'an dernier, chez les gilets jaunes, c'est criant et ça s'est bien vu, mais les pompiers aussi qui se sont fait rentrer dedans, les infirmières, le mouvement des retraites, il y a eu aussi plein de problèmes. De plus en plus, les manifs sont de plus en plus compliqués, et il y a une vraie volonté politique derrière de faire peur aux manifestants et de gérer ces mouvements comme ça, quoi. Justement, c'est vrai qu'on a la violence contre certains mouvements sociaux, mais aussi contre certains pans de la population qui est devenue reconnue, on va dire, dans l'opinion publique. C'est vrai que ça a eu lieu parallèlement avec, de la part du pouvoir politique, ce que j'appellerais, peut-être en me trompant, mais la fabrication du consentement. Qu'est-ce qui fait, selon vous, que la population française, l'opinion française, a accepté quand même une loi qui vient diminuer ses droits? C'est ce que tu disais un petit peu, juste vite fait. Je crois qu'on est dans un moment de passage à l'échelle. C'est-à-dire qu'il y a des gestions sécuritaires, des expérimentations, on va dire, sécuritaires qui ont eu lieu, comme tu disais, sur des pans assez ciblés de la population, ce qui se passe dans les quartiers. Il y a aussi dans le foot. Ça reste, expérimentalement, mais ça restait circonscrit à des trucs. Et là, plus ça va, plus ça s'étend à de plus en plus de contestations. Et avec derrière tout le traitement médiatique de ça, c'est-à-dire que
Quand on voit ce qui se passe dans les manifestations, et quand après on revient à la maison, qu'on allume les télés, les médias officiels, on a l'impression qu'on n'est juste pas sur la même planète, quoi. Et ça participe de ce que tu dis aussi, de dissimulation de la réalité et de faire accepter, puis de mettre un peu les choses sous le tapis, quoi. Je sais pas si tu veux... Ouais, après, sur la loi sécurité globale, tu parlais d'une acceptation de l'opinion publique. Je pense aussi qu'il y a un gros défaut d'information. On s'est beaucoup concentré sur l'article 24. L'article 24, effectivement, il y a plein de gens qui étaient effrayés par le fait qu'on puisse plus filmer, ce qui avait permis aussi de mettre à jour un certain nombre de violences, notamment dans le cadre des Gilets jaunes, de violences, on va dire de part et d'autre, même si c'est à des échelles différentes, mais ça avait documenté en tout cas ce mouvement, et tout d'un coup, au lieu d'avoir une réponse forte, création d'une instance indépendante, réforme de l'IGPN ou essayer de rénover le lien de confiance entre la population et la police, bim, on a une loi qui va à l'inverse de la logique qu'on espérait. Il n'y a rien de surprenant finalement là-dedans, mais pour revenir au défaut d'information, et c'est l'article 24, on s'est concentré là-dessus, mais derrière, c'est tout un projet de société dans cette loi. Et finalement, il y a très peu de télé, très peu de radios qui ont parlé concrètement du fond de cette loi. Les drones, la surveillance généralisée, l'extension des caméras de vidéosurveillance, toutes les personnes qui sont habilitées à regarder ces vidéos-là. C'est étendu au privé désormais, grâce à cette loi. Il y a des personnes de droit privé qui vont être autorisées à visionner toutes ces vidéos. Il y a tout un pan. Il y a l'article 25 qui permet aux policiers de rentrer avec des armes dans les lieux de spectacle. Alors on peut dire ok, c'est bien, Bataclan, ça aurait permis de... Mais non, en réalité... ça va simplement, il va y avoir des mouvements de foule, c'est les professionnels du spectacle qui sont en alarme de tout ça. Il va y avoir des mouvements de foule, la vue d'une arme, pas dans un contexte d'alcoolisation, de fait, il va y avoir plus d'accidents que de protection finalement de la population. Et tout ça, c'est toujours sous couvert de protection de la population. Les caméras de vidéosurveillance, la Cour des comptes, elle a encore dit en décembre dernier qu'il n'y avait aucune efficacité qui avait été démontrée. Oui, c'est fait sans évaluation. Sans évaluation. On a pris une trajectoire depuis longtemps et depuis une dizaine d'années sur la vidéosurveillance, il y a une explosion du nombre de caméras de vidéosurveillance. Il y a un moment, on pourrait se dire, on essaye d'en évaluer l'impact, surtout qu'il y a des gens qui ont déjà des arguments contre. Ben non, c'est pas grave, on passe la 5e en gros, quoi. Et on dit c'est pour protéger la population. On a encore récemment rencontré un député qui disait mais non, mais ça permet de protéger, c'est pour la sécurité. Bon, c'est toujours la balance entre sécurité et liberté, mais en plus c'est plus une question de balance puisque ça n'a jamais démontré son efficacité. Sous couvert de lutte contre le terrorisme, on a bien vu à Nice ce qui s'était passé. Estrosi avait dit ça n'arriverait jamais dans ma ville l'attentat. Après les attentats de Paris, il avait dit ça n'arriverait jamais à Nice parce qu'on a plein de caméras. Le terroriste en question, il a fait joujou avec son camion pendant plusieurs jours avant l'attentat, avec son camion. Il a roulé sur la promenade des Anglais pendant une dizaine de fois devant les caméras de vidéosurveillance, alors que c'est interdit de conduire avec des camions de cette taille-là. Il n'y a eu aucune intervention et ça n'a pas permis le soir de l'attentat de prévenir quoi que ce soit. Donc les seuls qui vont être concernés et qui vont pâtir encore de cette généralisation de la vidéosurveillance, ça va être les citoyens, comme d'habitude, mais parce que on fait finalement du populisme en parlant de terrorisme. C'est surtout qu'un des autres gros problèmes, c'est comme tu disais, l'extension des acteurs qui accèdent aux images. C'est que on privatise de plus en plus de choses. On pourrait à la limite discuter, si on veut, de le fait que ça reste dans des compétences de l'État, avec la police nationale, avec des acteurs de l'État. Mais là, en fait, en ce moment, ce qui se passe, c'est que de plus en plus, ça ouvre au privé, avec de plus en plus d'acteurs qui vont regarder ça. Et là, en fait, c'est une façon détournée de création de marché. Et ça suit la piste en ce moment,
On peut dire depuis des années, par exemple, rien qu'avec nos téléphones portables, Google, tous les échanges de données, eux, ils attendent que ça, d'en avoir encore plus. Pour eux, c'est un business, c'est du business en fait. Dans le discours, dans le discours des gens enfin de la population, il y a une forme de discours qui existe qui dit cette loi, oui, peut-être ça diminue les droits des populations, etc. sur le territoire, mais d'un autre côté, moi ça m'implique pas parce que moi je suis pas militant, moi je suis pas gilet jaune, moi je suis pas Black Bloc. Est-ce que vous pensez que ça concerne tout le monde ou est-ce que vous pensez que c'est vraiment ciblé sur certains secteurs qui sont les secteurs en vie? Au fond, c'est la question de l'arbitraire. C'est que, en fait, pour l'instrumentalisation du truc, dans un premier temps, ça concernera les secteurs en lutte, première chose, mais c'est qu'au bout d'un moment, en fait, ça va donner des pouvoirs disproportionnés à ceux qui sont au pouvoir, et ça nous fait basculer dans un autre... progressivement, on s'éloigne de plus en plus d'un état de droit, en fait, avec des frontières qui avaient été clairement fixées. Et du coup, comme il y aura des moyens avec des contrôles de plus en plus amoindris, mathématiquement, ça va augmenter l'arbitraire, et puis comme on sait que le pouvoir, de toute façon, plus on en a, plus on en veut, c'est des dérapages quasiment assurés, quoi. C'est toute une philosophie, en fait. C'est une philosophie de la sécurité, mais la sécurité à travers les forces de l'ordre, c'est pas la sécurité. Alors on nous dit toujours la sécurité sociale baisse la sécurité globale, mais on en est là, en pleine crise sanitaire, en pleine crise sociale, après le mouvement des Gilets jaunes. On s'attendait à d'autres réponses, des réponses plus apaisées, des réponses où on fait le lien social. Alors ça va faire sourire, c'est encore les gauchistes ou tout ce que tu veux, mais c'est dans l'histoire, c'est au moment des crises que finalement, les plus grandes sécurités sociales ont été mises en place. C'est après la Seconde Guerre mondiale qu'on a mis en place la sécurité sociale, dans un pays ruiné. Donc on nous parle aujourd'hui d'argent, on nous parle de manque de moyens, mais en fait non, les plus grands systèmes de sécurité sociale qui ont permis la cohésion après des périodes de crise, ça s'est fait naturellement et il n'y a pas besoin de tant de moyens que ça. Enfin, c'est une hérésie de dire ça, du coup. On ne comprend pas la logique. Alors, effectivement, ça peut être une idéologie, mais au-delà de ça, ça va que renforcer le sentiment d'insécurité. Il y a des pays, il y a plein de pays qui renforcent leur sécurité, et finalement, il y a de plus en plus de violence. On ne va pas parler des pays anglo-saxons, mais voilà, il y a... Ça va s'étendre à tout le monde finalement cette loi sécurité globale et enfin d'ailleurs c'est pas cantonné aux militants cette loi sécurité globale. Les drones pour constater des infractions c'est pour tout le monde, c'est pas pour les militants. La vidéosurveillance c'est pour tout le monde. C'est autre exemple. Non vas-y mais... Ouais, j'allais dire autre chose, mais j'ai oublié. C'est ce que tu dis là qui me fait penser à ça, c'est qu'aussi, en fait, on est confronté à des techniques qui ne sont pas encore super au point. Voilà, par exemple, dans le livre blanc de la sécurité dont je parlais tout à l'heure, là, il est marqué qu'on doit développer l'odorologie. Moi, j'ai un peu de mal à comprendre en quoi l'odorologie va vraiment améliorer la sécurité sur la voie publique. J'ai juste envie de dire qu'il y a peut-être d'autres moyens de gérer la sécurité. Ça, c'est une première chose, mais surtout, ce que je voulais dire, c'est qu'on est devant des techniques qui se développent et des trucs qui ne sont pas encore super au point. On n'a pas trop dit là, mais ça ouvre grand la porte à la reconnaissance faciale. La reconnaissance faciale, et aux États-Unis, par exemple, ils sont au courant de ça. Il y a des villes, Portland et San Francisco, si je ne raconte pas d'âneries, ont interdit cette technologie parce qu'il y a trop d'erreurs. Et c'est pas que la technologie soit raciste, mais pas de bol, c'est sur les visages noirs, ça marche pas bien. Et il y a des gens qui ont été reconnus alors que c'était pas eux. Donc là, il y a un moment, quand on est confronté à ce genre de truc, il y a une base presque, je ne sais pas s'il faut invoquer le principe de précaution, mais en tout cas, on n'ouvre pas grand la porte vers un truc qui va concerner toute une population s'il y a tellement de risques que ça marche juste pas. Surtout si, en plus, c'est des marchés publics, du fric public, qu'on nous explique qu'il n'y a plus de sous, on n'investit pas dans un machin qui ne marche pas. Enfin, je sais pas, ça me semble... Et exemple concret, il y a eu la biométrie qui a été utilisée là très très récemment via un décret pour savoir qui mettait le masque ou pas dans les métros.
ça concerne tout le monde. Donc il va y avoir une surveillance biométrique. Et le Sénat a rejeté l'interdiction. Il y avait un moratoire qui était demandé par certains sénateurs et qui a été rejeté la semaine dernière par les sénateurs. Donc officiellement, ils rejettent le fait d'interdire la surveillance et la reconnaissance faciale, la surveillance biométrique et la reconnaissance faciale. Donc le projet de société, il est clair. Et vers quoi on va, nous on trouve ça très inquiétant, mais après, c'est toujours sous couvert de sécurité. Je pense que c'est surtout ça, pardon, mais c'est pour appuyer là-dessus, parce que à mon avis, enfin à notre avis, c'est ça qui est important, c'est vraiment un basculement, et c'est un projet de société, c'est vraiment un basculement progressif vers un autre modèle de société, et on est sur une pente depuis quelques années, mais là, avec cette loi, pour moi, c'est vraiment un socle, en fait. C'est une brique indispensable de trucs qui arriveront après, et qui nous fait basculer vers un autre modèle. Ouais. Technopolis. Et ce qui est également inquiétant, c'est la forme d'acceptation sociale quand même s'il y a des gens qui la critiquent, cette loi, parce qu'effectivement ça réduit l'état de droit, mais l'acceptation sociale pour tout un ensemble de politiques, par exemple les politiques d'austérité, on l'a vu, il y a un tel matraquage quelque part peut-être médiatique et politique sur le pourquoi il faut plus de sécurité, sur le pourquoi il faut de l'austérité, qui fait que peut-être on se retrouve en face d'une opinion publique qui a du mal effectivement à avoir accès à l'information, à prendre position. Dans le cadre de cette loi de sécurité globale, un des, je pense, leviers qui a fait qu'on s'est mobilisé, c'est aussi notre constatation pendant les différents mouvements sociaux qu'on a pu observer depuis quelques années de la violence des forces de l'ordre. Pour vous, cette utilisation de la violence qui va être quelque part, du coup, cette loi va permettre de l'exécuter dans une forme d'impunité. Cet exercice de la violence de la part des forces de l'ordre contre les mouvements sociaux, quelles conséquences ça a eu pour vous chez les mouvements sociaux et chez les personnes qui ont été témoins ou qui en ont été victimes? Alors juste, je réagis à la première partie de ta question, c'est que l'opinion publique, elle marche à l'émotion. Il y a eu un énorme mouvement contre la loi sécurité globale au début, parce qu'il y a eu l'affaire Michel Zecler. Mais derrière, le défaut d'information, il est total. Et tant qu'il n'y a pas d'autres émotions comme ça, il y a pas d'info. Enfin, le public ne va pas s'intéresser à cette loi plus en profondeur. C'est triste, en fait. On marche aux faits divers et à l'émotion. Et c'est clair que c'est comme ça que la loi, toutes les lois qui sont contraires aux intérêts de la population, elles passent de façon... Ça passe crème. L'information, on ne la maîtrise pas. Les grands médias, alors ça fait complotiste de dire ça, mais les grands médias, on ne les maîtrise pas. Et malgré tout, c'est ça qui forge l'opinion publique. Donc qu'on le veuille ou non, si les grands médias n'ont pas décidé de parler des autres articles de la loi, personne va les faire naturellement. Il y a un abrutissement aussi. Enfin, on pourrait longuement parler des écrans et de tout ce qui accapare le cerveau humain en permanence, mais il y a un défaut clairement de volonté de s'informer aussi par soi-même. Voilà, moi c'est un peu là-dessus aussi, je voulais insister effectivement. Moi ce qui me fend le cœur, c'est que de manière générale dans la population, je veux dire française, parce que voilà, on est en France, il y a un désintérêt pour la chose publique, pour notre responsabilité à prendre soin de notre modèle social. Tout à l'heure tu parlais de ce qu'on a réussi à sortir comme modèle social au sortir de la guerre, quand le pays était en ruine. On est encore sur ce socle-là, au niveau organisation sociale, économique, mais de droits fondamentaux. Alors les droits fondamentaux, ça monte encore plus loin. En ce moment, plus ça va, plus on le perd, avec l'impression d'une indifférence complètement générale. Et juste, je voulais compléter aussi, tout à l'heure tu disais, ça fait truc de gauchiste. Pas tant que ça, parce que dans ce truc de gauchiste, il faut aussi signaler que sur cette loi particulière, il y a quand même l'ONU qui s'en est préoccupée, il y a la CNIL, alors la CNIL en mode service minimum, il y a la Commission nationale consultative des droits de l'homme, il y a le défenseur des droits, il y a à l'international, en presse, à l'international, les gens sont très préoccupés, et c'est pas justement un truc de gauchiste, ou alors c'est les droits de l'homme qui sont de gauche, et à ce moment-là... C'est ça qui est inquiétant. Mais parce que certains arrivent à les taxer de gauchistes. L'ONU, c'est une gauchiste, c'est Bachelet. Et du coup, en permanence, ces organes-là, qui sont que consultatifs, malheureusement. C'est quoi, là, il y a une sortie de Darmanin il y a quelque temps, là, je crois que c'est au Sénat ou à l'Assemblée nationale, là. Il s'en prend à qui? Quelqu'un qui évoque la défenseur des droits, et on l'entend comme ça, c'est dans le verbatim des débats, il dit vous gauchisez.
Non, défenseur des droits. Voilà, la défense des droits, c'est du coup, c'est devenu monsieur le monopole de la ouais. gauche. C'est Ouais, d'une tristesse. Et on espérait d'ailleurs que le Sénat, la Chambre des sages, allait se préoccuper des libertés publiques, mais ils ont fait carrément l'inverse. Ils ont aggravé le texte. On espérait vraiment, enfin moi naïvement j'espère encore un minimum, on savait que le cœur de la loi allait rester la même, mais que quand même ils allaient aussi un minimum anticiper les censures du Conseil constitutionnel, parce que c'est ce qu'on espère maintenant, qu'il va y avoir, que le combat va se faire au Conseil constitutionnel. Alors pour répondre à ta question initiale, à ta deuxième partie, quel est l'impact, c'est ça, hein, de cette répression. Après, tous les mouvements, ils sont, j'aime pas ce terme, mais radicalisés, on va dire, parce que les mouvements classiques, syndicaux, marcher d'un point A à un point B, finir par merguez, saucisse, bière, ça marche plus. Enfin, clairement, il y a beau y avoir des millions de personnes dans la rue, les retraites, on l'a encore vu récemment, hein, ça ne marche plus. Il y a beau y avoir une opinion publique qui est largement contre, ça marche plus. Donc du coup, il y en a qui utilisent des façons plus offensives, plus radicales de s'exprimer. Eux-mêmes, ils disent qu'on devient aussi un folklore parce que ça se... On va faire un stop. C'est efficace et c'est instrumentalisé. Et c'est instrumentalisé dans... Voilà. Enfin, du coup, les mouvements, parce que ceux qui disent il y a de la violence des forces de l'ordre, enfin, la réponse à la dénonciation de la violence des forces de l'ordre, c'est oui, mais il y a de la violence au sein des manifestations. C'est clair qu'il y a certaines manifestations qui partent en sucette, hein, on va dire ça comme ça, mais ça reste quand même très marginal. Enfin, il y a des vraies insurrections, il y a des blessés, il y a des morts. C'est dans un pays qui se tient sage, ils en parlent bien dans ce documentaire, c'est que finalement personne ne veut un changement profond de société. Même au moment des Gilets jaunes, il y avait des tas de moments où ça aurait pu basculer et chacun se freinait dans l'insurrection entre guillemets, qui était surtout une forme d'expression du ras-le-bol. Il y a eu aussi beaucoup de violences qui étaient liées, de violences des forces de l'ordre, hein, qui étaient liées à une continuité de ce qui a pu se faire pendant la loi travail. Une nouvelle doctrine du maintien de l'ordre, une doctrine où à coups de grenade, à coups de gaz, on va asperger tout le monde et ça aussi, ça a radicalisé bon nombre de gens. Hein. Au sein des Gilets jaunes, il y a une claque qui s'est... Enfin, les gens ont pris une claque réelle, des gens qui n'étaient pas habitués à cette violence-là, qui disaient c'est cantonné au quartier populaire, au stade de foot. C'est un monsieur l'Allemand qui, sur une manifestation le climat à Paris en septembre 2019, ça c'est documenté, on le sait, qui a donné clairement consigne en disant il faut impacter les manifestants. Des manifestations climat. Moi j'étais à cette manif. Des jeunes mamans avec leurs enfants, un cortège très bigarré, super bon enfant, il faut impacter ce genre de cortège-là. C'est qu'il y a une volonté de violence aussi qui vient des autorités. Juste pour dire ça, on parle beaucoup de violence policière, de police, de policiers du rang. Moi j'aime bien aussi rendre à chacun ses responsabilités, et ces gens-là ils ont des ordres, alors certainement il y en a qui font n'importe quoi et qui se font plaisir, mais c'est les ordres d'en dessus dans la gestion de ces mouvements de foule et l'exploitation politique, parce qu'au final dans la décision, plus on monte, plus c'est du politique. Oui, parce que je parlais des manifs qui partent en sucette, et la réponse, ou inversement, hein, de toute façon ça se fait dans l'histoire tout ça, mais il y a aussi des tas de manifs qui étaient ultra calmes, même au sein des Gilets jaunes, il y a plein de manifs qui étaient très très calmes et qui étaient réprimés durement. Et finalement, effectivement, le moindre gaz, et on l'a vu aussi à Lyon, le moindre gaz qui se finissait place Bellecour, ça suffisait pour avoir la photo dans Le Progrès, sous les gaz, et la manifestation s'est mal terminée. Il suffisait de ça, en fait. Il suffisait d'un lancement de gaz, alors que la manif s'était très bien passée, pour que finalement tu discrédites toute la manifestation. Alors discrédite, il y en a qui trouvent ça bien, ils disent bon, ça montre la colère, ça montre que c'était pas une manif classique,
et qu'il y a un vrai ras-le-bol derrière, mais aux yeux de l'opinion publique plus globale, ça discrédite la manifestation. Donc c'était utilisé, et c'est clair. Alors il y a à la fois les gens qui ont été touchés dans leur chair, qui ont été blessés durement, qui ont été mutilés, qui ont été ceux qui l'ont vu aussi. On a été nombreux à le voir au sein du mouvement des Gilets jaunes. Le nombre de fois où je suis rentrée les samedis traumatisée, mais aussi parce qu'on étouffait dans les gaz ou autre, ou parce que tu vois quelqu'un qui est en train de te parler, qui a tout d'un coup la mâchoire explosée par un tir de flashball, tu sors. Enfin, c'est pas anodin tout ça. Tu sors pas indemne de ça. Et il y a des tas de gens qui sont traumatisés dans les Gilets jaunes. Il y a des tas de gens qui ne sont plus allés au sein des manifestations, mais même encore la loi sécurité globale. Et pourtant, les forces de l'ordre étaient très en retrait. Par rapport à ce qu'on avait vécu pendant les Gilets jaunes, elles étaient très très en retrait. Et l'essentiel de ce qui a pu se passer, c'était les gaz. Des gaz, mais les gens qui n'étaient pas habitués à ça, qui n'avaient pas vécu les manifestations Gilets jaunes, rien que par les gaz, ils ont décidé de ne plus venir. Parce que sentiment d'étouffement, ça dissuade forcément. Mais il y a des choses plus anodines. Il y a les amendes parce que tu vas manifester, ou il y a les gardes à vue préventives. C'est aussi ça, cette loi sécurité globale, c'est la notion d'introduction, d'intention de commettre un délit. Et ça, c'est quand même un grand changement de doctrine dans le... Tu dis c'est un changement de doctrine, j'ai beaucoup vécu en Amérique latine, j'ai beaucoup étudié les stratégies de la part, c'était à l'époque de la dictature, justement pour non seulement réduire à néant la guérilla, le point de vue militaire, mais aussi pour détruire les mouvements sociaux qui les appuyaient. Et dans ce contexte-là, il y avait, dans le contexte de doctrine, la caractérisation de qui étaient au pluriel aussi les ennemis intérieurs. C'est-à-dire que c'était pas seulement des ennemis extérieurs qui pouvaient attaquer l'intégrité de la nation, mais c'était aussi un ennemi qui était à l'intérieur, qui était souvent mélangé aux secteurs les plus radicaux. Est-ce que vous pensez que, sans faire de comparaison directe, mais qu'actuellement il y a de la part du pouvoir une forme de formalisation ou de définition ou d'observation d'un secteur qui serait des ennemis intérieurs à la société? C'est compliqué parce que souvent cette notion d'ennemi intérieur, c'est la marque de pouvoir, autoritaire, au bas mot. On peut trouver dans différents bords politiques, mais le fait que ça soit une rhétorique, et nous en France, je pense qu'on l'a en ce moment, on est dans le contexte où on le voit, il y a de plus en plus de franges de la population qui sont marquées comme étant problématiques. Voilà, ce truc-là. Judéo-bolchévique, on passe à islamo-gauchiste. C'est le marqueur d'une... C'est d'une tristesse. C'est un durcissement des rapports à la population, mais presque... je sais pas comment il faut dire ça, d'un système, que ce soit économique, financier ou j'en sais rien, qui se crispe sur lui-même et qui se définit et s'en prend de plus en plus à des pans de plus en plus larges de la population, quoi. Ça, il faut en parler très longuement parce que ça s'articule, mais oui, c'est problématique. De quoi ont-ils peur? C'était le discours de, alors j'ai plus son nom, mais d'une réalisatrice de documentaire au César là, cette année, qui parlait de la loi sécurité globale, et elle conclut son discours, mais de quoi ont-ils peur? Et c'est ça, c'est cette notion d'ennemi intérieur, sous couvert, encore une fois, de lutte contre le terrorisme, parce que à chaque fois c'est ça, on parle de terrorisme et finalement ça se dilue dans le droit commun. Tu parles de droits d'exception qui deviennent du droit commun. Pourquoi? Comment? Quel est l'intérêt? À part bafouer nos libertés. On reparle de l'efficacité. Hein. Bon, après, c'est ce qu'on espère au Conseil constitutionnel, c'est-à-dire qu'il y aura la notion de nécessité. Quand on grignote sur les libertés, le Conseil constitutionnel, par le passé, a dit mais il faut une notion de nécessité. Pour l'instant, la nécessité, on la voit pas. On la voit concrètement. Hein. C'est pas nous qui le disons, c'est la Cour des comptes, encore une fois. Puis c'est surtout là, aujourd'hui, là, on est quoi là, en mars 2021, on est dans une situation de crise sanitaire assez particulière et au moins inconnue depuis bien longtemps. On voit que ce projet de loi est vraiment passé au forceps vitesse grand V. On se demande vraiment
quel est l'ordre des priorités des gens qui décident ça, quoi. C'est pas si urgent que ça, il y a peut-être d'autres choses à définir, même en termes de moyens que ça va ouvrir, que ça va consommer. Peut-être mettre des moyens sur d'autres choses qui font aussi une forme de sécurité. Je pense pas que du sanitaire, mais toute l'éducation, par exemple, c'est aussi la sécurité, ça se fait aussi par l'éducation, par la prévention. Là, c'est que des outils guerriers. C'est la sécurité vue par le prisme de l'affrontement et du combat, de l'opposition franche. Alors que... Ça n'augure rien de bon. Et justement, peut-être pour finir, vous, d'un point de vue purement personnel, sans entrer dans les grandes explications, mais qu'est-ce qui vous motive à être sur ce front-là et dans la lutte en général? Rapidement, du coup, comme ça, voilà. C'est un truc que j'ai déjà dit là. Moi, c'est peut-être... ça vient pas tellement de mon éducation en plus, ou alors en tout cas peut-être mon parcours au lycée, mais moi je me sens responsable de ce qui se passe dans mon pays, et je sais que j'ai grandi dans un modèle de société particulier, je le vois partir à l'eau, quoi. J'ai pas envie de laisser, de regarder ailleurs et de m'en désintéresser, donc je me sens concerné en fait. C'est ce que j'aimerais justement, que j'ai l'impression que la plupart de mes contemporains, j'en ai rien à foutre, quoi. Moi ça me fend le cœur, voilà. Ouais, moi je sais pas, oui, c'est sûrement lié aussi à mon éducation, même si dans mon entourage on n'a pas vraiment tous les mêmes idées, mais je vais faire pleurer dans les chaumières, on va dire, c'est l'héritage du grand-père aussi. Il y a plein de moments où je me dis je vais arrêter. Enfin, ils sont trop forts, ils sont plus forts, on va jamais y arriver. C'est défaitiste de dire ça, mais il y a une forme puis d'épuisement personnel. Bon là, en ce moment, la crise sanitaire fait que on n'a pas grand-chose d'autre niveau activité, mais c'est quand même un épuisement personnel, moral, psychique, physique. Et il y a plein de moments où tu dis bon, bah arrêtez, ça sert à rien. Mais il y a ce que disait Eric, une forme de responsabilité vis-à-vis de ce qui se passe et de ce qu'on va laisser faire. Est-ce qu'on va être la génération qui allons laisser faire ça, qui allons laisser faire ce projet de société qui pour nous était que dans les romans de science-fiction. Enfin, on a encore Black Mirror. Il y a encore un an, moi ça me faisait rire des trucs qu'il y avait dans les épisodes. On est en plein dedans, mais sans exagérer, sans exagération, on est en plein dedans. On va droit vers ça. Et c'est quoi le projet? C'est quoi notre projet de société? Et du coup, c'est notre projet. Mais ouais, du coup, je pense à l'héritage du grand-père qui nous a offert ça à nous, cette sécurité sociale, à notre génération, qui ont lutté à leur façon, au sein des entreprises. Il était ouvrier, bon. C'est sûr, on n'a plus tout ça, on n'a plus ces lieux de rencontre, on n'a plus ces lieux où on crée du lien. Donc ça s'est fait sur les ronds-points, chez les Gilets jaunes, ça se fait sur les réseaux sociaux pour d'autres luttes. Mais ouais, je sais pas, je pense que c'est une forme de responsabilité par rapport à notre génération. Mais enfin, il y aurait tellement à dire. Pourquoi on persiste? Pourquoi on... Mais après, il y a des petites victoires au quotidien. Peut-être qu'il y aura un sursaut aussi. Il y aura un sursaut, il y aura... Il y a plein de ras-le-bol. Je dis ils sont trop forts, mais en même temps, il y a un ras-le-bol général. Il y a plein de gens qui dorment, il y a plein de gens qui sont en sommeil, Il y en a qui ont peur. Il y en a qui ont peur. Mais ça n'empêche pas qu'il y ait plein de gens qui soient concernés par ce qui est en train de se passer. Et il y a un jour peut-être qu'il va y avoir une étincelle, d'une façon soit insurrectionnelle, même si je ne le pense pas du tout, ou une prise de conscience progressive par des initiatives très locales ou par le vote, même si là aussi on n'est pas tous d'accord sur l'efficacité du vote. Mais je pense qu'il peut y avoir des sursauts à force de petites discussions, à force peut-être c'est ce petit espoir qui maintient en vie, je sais pas. Ce qui me donne un peu de l'espoir quand même, c'est pas une idée de moi, mais c'est, je sais plus, enfin,
J'ai lu ça quelque part, j'ai l'impression qu'en ce moment, en France, on est dans un truc comme ça, où il y a de plus en plus de mouvements sociaux. Ça, c'est pour faire le lien en ce moment, parce que là, en ce moment, on est au TNP de Villeurbanne occupé. Nous, on est ici, moi je suis pas dans la culture ni rien, mais j'y suis parce que je connais les copains qui y sont, et j'ai l'impression qu'au niveau national, c'est un nouveau mouvement qui est en train de naître et qui agrège d'autres contestations. Ça, c'est un premier truc, et c'est que ce mouvement-là arrive suite à d'autres de plus en plus rapprochés. La loi de sécurité globale, ça n'a pas été complètement ridicule. Avant la loi de sécurité globale, qu'est-ce qu'il y a? Il y a le mouvement Black Lives Matter qui a quand même bien porté au sortir du confinement en France. Juste avant ça, on a le confinement 2 mois, mais on sortait à peine du mouvement des retraites. Le mouvement des retraites, on recule un petit peu, il y a le mouvement des gilets jaunes. Avant ça, il y a tout plein de secteurs qui sont en lutte dont on n'entend jamais parler. Il y a la loi travail. Plus ça va, plus c'est les secousses qui se rapprochent. Et en fait, on va être dans la secousse permanente. Moi, souvent, ça m'évoque ce qui se passe avant l'éruption d'un volcan. Je sais pas, c'est une jolie image, quoi, mais les secousses sismiques de plus en plus rapprochées, puis tout d'un coup, bam. Et je pense que le gouvernement devrait se préoccuper de ça et puis, d'essayer de vraiment nous entendre plutôt que de nous faire de l'enfumage. Parce que pour revenir sur la sécurité globale, sur le prisme des violences policières avec tout ce qu'on a pu voir, on pourrait se demander, se dire qu'une des réponses les plus rationnelles, ce serait au moins d'arrêter les conneries, parce qu'il y a des policiers qui déconnent. On ne dit pas qu'ils déconnent tous, mais il y a des endroits, c'est flagrant. Tu parlais de l'affaire Zecler. Là, c'est indéfendable. Les images le montrent, donc c'est clairement dans le sujet de l'article 24, mais on le voit. Là, ces mecs-là ont déconné. La réponse du pouvoir, on a l'impression que c'est quoi? C'est de rajouter de l'image, de rajouter de la com et d'interdire que ça se voit. Ben non. Les mecs qui déconnent, on les sanctionne et ça permettra, ça restaurerait la confiance. Ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure, c'est plus de prévention et de rééducatif plutôt que ils font de la com. Cette loi, entre autres, va nous lancer dans une guerre d'image de la police qui va vouloir faire sa communication pour faire de l'image. Et le Beauvau de la sécurité. C'est l'exemple flagrant. Tu dis, ils vont répondre à tout ça, ils vont essayer de redonner le lien, confiance entre police et population. Premier jour, c'est quoi? C'est comment améliorer la communication de la police. On va créer un compte WhatsApp. Magique. C'est réponse magique. Tout est dans la com. Alors, on a une société de la communication, mais à ce point-là, que ce soit aussi flagrant. Mais d'ailleurs, la loi sécurité globale, c'est pareil. Ils veulent rebaptiser le nom de la loi sécurité globale pacte de sécurité respectueux des libertés. Mais au niveau de l'agenda, maintenant, c'est le Conseil constitutionnel, le Conseil d'État.